Au fond des choses, reçoit aujourd'hui le professeur Issaouane, épidémiologiste et spécialiste en santé publique. Professeur, bonjour. Bonjour, Madame Sidibé. Il y a une augmentation de ces cas communautaires, près de 500 en 2 semaines. Quelle stratégie efficace et efficiente doit être mise en œuvre pour briser cette chaîne de transmission? Ce qu'il faut d'abord dire, c'est que le nombre de cas dépistés est proportionnel au nombre de cas testés et c'est logique. Qu'on ait 2, 3 cas ou 5 cas ou 15 cas, cela signifie en réalité qu'on en a dépisté peut-être 10 fois plus, qu'on en a en tout cas testé. Dans le contexte actuel, c'est un peu fallacieux de se laisser tromper par les chiffres. On a peut-être que ça, mais on en a peut-être beaucoup plus. On ne sait pas. Il aurait fallu qu'on ait un système de dépistage plus large, une couverture du dépistage plus large pour pouvoir dire qu'on a 500 cas, 10 000 cas, etc., etc. Pour l'heure, c'est difficile. Et ce que je dis, c'est pour les pays d'Afrique de l'Ouest que personnellement je suis. C'est valable pour la Mauritanie, c'est valable pour la Guinée, c'est valable pour le Burkina Faso. Si vous prenez un exemple qui nous est proche, la Mauritanie, pendant longtemps, ils n'avaient plus notifié de cas ou très peu de cas. C'est simplement que le dépistage ne se faisait pas ou ne se faisait pas comme cela devrait l'être. Ouais. Et il s'y ajoute que c'est une maladie où les porteurs aussi symptomatiques ou asymptomatiques sont nombreux. Et il y a, c'est sûr, beaucoup de personnes porteuses, malades ou pas, et qui ne sont pas dépistées. Donc, autant de facteurs qui font que, à mon humble avis, il faudrait porter le combat ailleurs, pas sur cet acharnement à avoir des chiffres, acharnement à coûte vouloir savoir, on est à 2 aujourd'hui, demain on est à 3, après-demain on est à 4. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, comme vous parlez... Et le combat ailleurs, c'est-à-dire dépister davantage? Prévenir davantage. Prévenir. Et vous savez que dès qu'on parle de prévention, on a plusieurs niveaux de prévention. Il y a ce qu'on appelle la prévention primordiale. Et c'est de ça qu'on parle depuis plusieurs jours. La prévention primordiale, en réalité, c'est aller jusqu'aux déterminants sociaux de cette maladie. Ce n'est pas la prévention primaire, ça c'est autre chose. C'est éviter l'apparition de cas, mais la prévention primordiale, c'est agir sur les facteurs qui conditionnent l'apparition de la maladie. Les rassemblements. Et, on l'oublie souvent, la précarité dans laquelle certaines personnes ont été conduites du fait justement de cette pandémie. N'oubliez pas que ceux qui travaillent dans les hôtels, ceux qui travaillent dans le transport, etc., depuis 4 mois sont à l'arrêt. Quelles actions spécifiques ont été faites en direction de ces personnes-là pour qu'elles continuent de porter le masque, qu'elles continuent de se laver la main, qu'elles respectent la distanciation sociale? Pendant 3 mois, les cas d'Agandiaï ont circulé à moitié. Je veux dire à moitié d'effectifs de clients. Alors, tout ça, c'est des aspects, je pense, dont il faut tenir compte. Passons maintenant à donc, les aspects de mitigation, comme on dit maintenant, au niveau économique, au niveau social, devraient être, à mon avis, être pris. Pour ce qui est de la prévention primaire, prévenir la transmission de la maladie, je ne reviens pas sur les mesures qui sont largement connues. Un enfant de 5 ans, aujourd'hui, vous lui demanderez quelles sont les mesures de prévention primaire contre la COVID-19, il vous répondra aisément. La question, c'est dans l'application de ces mesures. L'application effective des mesures. Ça a l'air simple, mais il y a sûrement là également des facteurs qu'il nous faut approfondir. Absolument. Tout le monde, du moins je le pense, sait que cette maladie existe. Même ceux qui sont dans le déni quelque part, le déni c'est une façon de cacher leur angoisse. Mais tout le monde sait que cette maladie existe et que cette maladie fait des ravages.
en tout cas fait des morts, beaucoup de morts, et que cette maladie tue beaucoup de personnes touche beaucoup de personnes avec des séquelles qui sont parfois très graves. Alors, il faut se placer à un niveau extrêmement ténu. Pourquoi est-ce que ceux qui savent ne changent pas de comportement? Les messages sont répétés. À mon avis, c'est peut-être à ce niveau qu'il faudrait agir. La répression, c'est sûrement, malheureusement, inévitable. Mais il y a, à mon avis, un niveau de communication de proximité qui me semble avoir été, pour lequel on n'a pas encore usé toute la marge de manœuvre. Je parlais des imams, je parlais des délégués de quartier. La communauté, c'est qui? On ne peut pas indexer le pauvre diable qui traîne en lui disant « c'est toi la communauté, porte un masque ». Non, il faut des leaders d'opinion qui soient écoutés et que quand ils parlent, ils sont entendus. Il faut que nos khalifes le font, mais à mon avis, ne sont pas suffisamment entendus. Et ils ont les moyens d'être entendus. Il faut que les délégués de quartier, les imams qui sont écoutés, les personnalités influentes dans chaque quartier, il y en a. Il faut qu'elles parlent, ces personnalités, et qu'elles parlent directement aux populations. Les messages sont simples. C'est des messages connus, simples. Je ne crois pas, du moment qu'on n'a pas encore de vaccin. On n'a pas encore de vaccin. De sorte que, bon, c'est difficile de dire autre chose que ce qui est répété depuis 4 mois. Il y a un autre problème, c'est les tests. Vous les avez soulignés, tantôt plus de 1000 tests réalisés, tantôt une centaine. Et puis, il y a seules 2 structures qui sont habilitées à en faire au moment où les contaminations sont en nette augmentation et qu'on est encore certainement très loin du pic pour le cas du Sénégal. Que vous inspire cette situation? Cela m'inspire qu'il faut là encore être prudent. L'habilitation d'un laboratoire à fournir des tests obéit à des règles très précises. Ce n'est pas n'importe quel laboratoire qui peut faire cette... Non pas seulement par la technicité, parce qu'il y a sûrement des experts, mais le laboratoire lui-même doit avoir un certain niveau de biosécurité pour pouvoir faire certaines analyses sur des produits hautement pathogènes. Ceux qui ont autorisé l'Institut Pasteur et l'Institut de Diamniadio ont sûrement eu des raisons de le faire. Ne nous laissons pas entraîner par l'émotion. Évidemment, s'il y a d'autres laboratoires qui sont capables de le faire, qui le manifestent et qui répondent au cahier de charge qui est mis en place pour ce genre d'examen, pourquoi pas? Issa Wane, vous l'avez rappelé, vous présidez l'Association des professionnels sénégalais de santé publique et la COVID-19 est un problème de santé publique. La santé publique, c'est une question de décision, d'analyse de l'environnement, de communication avec les communautés, comme vous l'avez souligné. C'est la santé collective. Elle doit être par conséquent totalement inclusive. Il y a eu des décisions politiques, il y a eu tout un débat sur leur pertinence ou non, mais il y a aussi la décision technique qui doit venir au secours de la décision politique. Et quand on parle de décision technique, on pense tout de suite à vous, médecins. Qu'est-ce que vous avez fait comme contribution depuis le début de cette pandémie au Sénégal? Alors, merci d'abord de rappeler que c'est un problème, c'est même une priorité de santé publique. La priorité de santé publique se fonde sur 3 principaux critères. C'est l'ampleur. Un problème qui touche 20 millions de personnes dans le monde, ce n'est pas un problème important. C'est la gravité. Un problème qui a tué des centaines de milliers de personnes dans le monde également, on ne peut pas dire que ce n'est pas une priorité. C'est la solvabilité. Ça veut dire, disons, le potentiel qu'on a de résoudre. Et tout le monde sait que le traitement est disponible et qu'en règle générale, c'est un problème qui ne prête pas à des conséquences fâcheuses. En règle générale, dans plus de 90% des cas, c'est des cas, disons, bénins. Enfin, la perception. Et là également, je pense qu'on va s'entendre parce qu'une maladie qui
entraîne une mobilisation aussi exceptionnelle qui freine l'activité économique, qui freine l'activité sociale, qui va jusqu'au bouleversement de l'échelle de valeur. Alors, cette maladie-là, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas d'une perception très, très élevée par la population. Donc, c'est plus qu'un problème, c'est une priorité de santé publique. Alors, évidemment, dès l'entame de l'épidémie, il y a eu beaucoup de propositions, dont les nôtres. Nous avons fait des propositions, y compris des propositions écrites qui ont été adressées aux autorités du ministère de la Santé. Et nous avons eu un retour du ministère de la Santé. Il faut dire que l'autorité politique et de décision, c'est le ministère de la Santé, comme vous l'avez dit. Les techniciens que nous sommes, on propose des solutions. Et le ministère, qui a d'autres éléments d'appréciation, intègre le tout pour prendre sa décision. On le dit souvent, et c'est d'ailleurs un thème en santé publique, la décision est-elle toujours basée sur la preuve scientifique, autrement dit, sur la technicité. Pas toujours. Il y a des impératifs politiques, sociaux, religieux que vous connaissez mieux que moi et qui ont également leur importance dans la décision. Donc, je ne connais pas les pressions qui pèsent sur les décideurs. Je me dis qu'ils ont sûrement pris les décisions qui s'imposaient à eux au moment où ils prenaient ces décisions-là. Donc, maintenant, en tant que médecin de santé publique, on peut se dire, ben tiens, il faut mettre un cordon sanitaire, il faut confiner, il faut obliger au port du masque, il faut, etc., etc. Bon, est-ce réaliste eu égard aux autres priorités nationales? La COVID, c'est une priorité de santé publique. Il y a d'autres priorités nationales aussi. Il faut que les médecins aussi se mettent cela à l'esprit. C'est vrai que la COVID est actuellement au devant de la scène et que tout ce que nous faisons est orienté vers le contrôle de cette COVID et que donc pratiquement tous les autres secteurs sont au silence et que tous les efforts convergent vers le contrôle de cette COVID. Merci beaucoup, professeur Issa Wane. C'est moi.